Eh bonsoir, tu es sur les contes défendus et ici, on raconte des histoires que tu ferais mieux de ne pas écouter dans le noir. Certaines sont des légendes, d'autres ont réellement eu lieu. Installe-toi confortablement, baisse la lumière et surtout, ne regarde pas derrière toi. Aujourd'hui, on va voir l'épisode 2 de l'histoire de Thomas. Alors, réalisme ou surréalisme, on va voir ça tout de suite. Pour rappel, dans l'épisode 1, Thomas disparaît. Des enquêtes sont faites, mais on trouve rien du tout. On parle d'enlèvement fait par des aliens. Et voici donc le second chapitre de la disparition de Thomas. Après la disparition de Thomas, le village a tenté de reprendre une vie normale. En apparence seulement. Les gens continuaient à se croiser, à travailler, à parler de banalités, mais quelque chose avait changé. Personne ne regardait plus la forêt de la même manière. Personne ne restait dehors après la tombée de la nuit sans une raison précise. Et surtout, personne n'osait vraiment parler de ce qui s'était vraiment passé. La maison de Thomas est restée fermée plusieurs jours. Puis les autorités ont autorisé une première visite, encadrée, rapide. Officiellement, il s'agissait de vérifier qu'aucun élément dangereux n'était présent. Officieusement, tout le monde espérait trouver quelque chose. Un indice ou une explication. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, presque étouffante. L'air semblait figé, comme si le temps s'était arrêté le soir de la disparition. Rien n'avait été renversé. Pas de lutte apparente. Juste cette sensation étrange d'être observé. Constante, oppressante. Dans le salon, les murs étaient couverts de marques, des symboles gravés à même le bois, parfois à peine visibles, parfois profondément entaillés. Aucun ne correspondait à un alphabet connu. Certains ressemblaient vaguement à des symboles occultes, d'autres à de simples traits désordonnés. L'ensemble formait quelque chose de cohérent, sans être compréhensible. Et donc là, à partir de là, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas ce qu'on voyait finalement dans l'histoire, c'est l'impression que tout avait été fait pour être vu. On aurait dit une mise en scène. Bref, je ferme la parenthèse. Dans la chambre de Thomas, son téléphone a été retrouvé, posé sur la table de nuit, chargé, intact, comme s'il avait été déposé volontairement. Les premières analyses n'ont rien donné, jusqu'à ce qu'un technicien décide de fouiller plus profondément. C'est là qu'ils ont trouvé les vidéos, des fichiers datés de la nuit de la disparition, mais aussi de plusieurs jours avant. Certaines duraient quelques secondes, d'autres plusieurs minutes. La plupart étaient filmés dans la pénombre avec une caméra tremblante. On y distinguait des fragments de forêt, des morceaux de ciel, parfois le visage de Thomas, déformé par la peur. Dans une des vidéos, il murmure quelque chose. Pas un cri, pas un appel à l'aide, une phrase répétée, presque mécanique, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. « Ils ne sont pas censés être là », disait-il. À partir de ce moment-là, l'affaire change de nature. Les vidéos commencent à circuler, d'abord sous le manteau, puis sur des forums spécialisés, puis partout. Les théories explosent, certains parlent d'enlèvement extraterrestre, d'autres expériences militaires secrètes, quelques-uns évoquent des entités anciennes réveillées par accident. La nuit suivante, plusieurs habitants affirment avoir vu des lumières dans la forêt, des halos verdâtres, silencieux, suspendus entre les arbres. Aucun bruit, aucun mouvement brusque, juste une présence. Là, à partir de ce moment-là, la police tente de calmer la situation. Elle parle de drones, d'hallucinations collectives, de stress, mais plus les explications se veulent rationnelles, plus les témoignages se multiplient. Un chasseur affirme avoir retrouvé une zone où la végétation semble brûler sans trace de feu. Un autre habitant parle d'un bourdonnement sourd, ressenti plus qu'entendu, qui lui a donné la nausée pendant plusieurs heures. Une femme raconte s'être réveillée avec le sentiment très net que quelqu'un se tenait au pied de son lit. Bon, à ce stade-là, tout le monde voulait une explication, peu importe laquelle, finalement. Les autorités finissent par boucler temporairement l'accès à la forêt. Des équipes viennent installer du matériel de mesure. Officiellement pour détecter les anomalies environnementales, mais bon, officieusement pour rassurer la population tout simplement. Mais une nouvelle vidéo apparaît. La provenance de cette vidéo pose immédiatement problème. Écoutez bien ce qui va suivre. Elle n'a pas été retrouvée sur le téléphone de Thomas.
Elle n'a pas non plus été publiée depuis son compte, ni depuis une adresse IP identifiable dans la région. La vidéo apparaît d'abord sur un forum étranger spécialisé dans l'analyse de phénomènes inexpliqués. Un utilisateur anonyme l'a mise en ligne au milieu d'un fil de discussion, sans description, sans commentaire, simplement accompagné d'un nom de fichier. Donc ce fichier-là, il était nommé T, la lettre T, observation, finale. T probablement pour Thomas. Les métadonnées sont presque entièrement effacées. Pas de date fiable, pas de localisation exploitable. Juste une chose, le fichier a transité par plusieurs serveurs, répartis sur différents continents, avant d'apparaître publiquement. Les autorités n'ont jamais réussi à déterminer où elle avait été filmée, ni par qui, ni dans quelles conditions. On n'a aucune information sur cette vidéo. Et c'est à ce moment-là que l'affaire cesse d'être locale. Là, on se rend compte que quelqu'un, quelque part, contrôle le récit. Celle-ci est différente de vidéo. Elle est plus longue, elle est plus stable. On y voit Thomas, filmé de face. Son visage est marqué. Ses yeux semblent fixer quelque chose derrière la caméra. Il ne crie pas, il ne parle pas non plus, il respire difficilement. Puis, hors champ, un bruit se fait entendre. Un son métallique, régulier comme un battement. Et la vidéo s'arrête brusquement. Et c'est cette vidéo qui fait basculer l'affaire dans l'horreur pure. À partir de ce moment-là, l'enquête ralentit brusquement. Pas officiellement, rien n'est annoncé, mais plusieurs demandes restent sans réponse. Des pistes pourtant évidentes ne sont plus suivies. Des analyses prévues sont reportées et même annulées. Pourquoi ? Là, un officier chargé du dossier depuis le début commence à changer d'attitude. Et ça, c'est bizarre. Jusque-là, il était méthodique, presque obsessionnel. Puis, du jour au lendemain, il se met à minimiser les faits. Il parle de rumeurs, de surinterprétation. Il insiste lourdement sur l'hypothèse d'un emballement collectif. Lors d'une réunion interne, il coupe court même à une discussion sur la provenance de la vidéo. Il dit que ce n'est pas une priorité, qu'il faut se concentrer sur des éléments plus concrets. Quelques jours plus tard, un collègue remarque quelque chose d'étrange. Le policier ne rentre plus seul chez lui. Il regarde systématiquement autour de lui avant de monter dans sa voiture. Et surtout, il ne parle plus. Lorsqu'on l'interroge directement sur ce changement, il évite le regard. Il répond de manière évasive. Puis, presque malgré lui, il lâche une phrase qui glace la discussion. Il va dire « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enterrer pour le bien de tout le monde ». Alors on comprend qu'à ce stade de l'histoire, ce n'est pas la peur de l'inconnu qui freine l'enquête, mais la peur de quelqu'un de bien réel. Et peu après, certaines pièces du dossier disparaissent temporairement également. Rien d'irréversible, mais juste assez pour faire perdre du temps. Officiellement, aucune pression n'est reconnue, mais en privé, le policier admet avoir reçu un message. Un seul message, pas une menace directe, non, juste des informations très précises sur sa vie personnelle, des détails qu'il n'avait jamais partagés avec personne. Et à partir de là, il cesse toute initiative. Et voilà, on arrive ici à la fin de ce deuxième épisode. Ce qu'on sait désormais, c'est que la disparition de Thomas ne se limite plus à un simple fait étrange. Sa maison, les symboles retrouvés, les témoignages dans la forêt, tout donne l'impression d'une mise en scène sérieusement construite. Des vidéos ont émergé. Certaines viennent directement de son téléphone, d'autres apparaissent sans origine claire, publiées anonymement, après avoir transité par plusieurs pays. Et dans l'une d'elles, Thomas apparaît de face, conscient, filmé dans un lieu que personne n'a jamais pu identifier. Depuis cette vidéo, l'enquête a changé de rythme. Des analyses ont été interrompues, des pistes ont été mises de côté, et surtout, un silence inhabituel s'est installé. On comprend aussi que certaines personnes semblent vouloir ralentir, voire bloquer l'enquête. Pas par scepticisme, mais par peur.
Une peur très concrète, dirigée vers quelque chose de bien réel. À ce stade, 2 possibilités restent ouvertes. Soit on est face à un phénomène qui dépasse totalement notre compréhension, soit quelqu'un fait tout pour nous faire croire à cette explication, afin de cacher autre chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est votre lecture de ce qui se passe vraiment et selon vous, qu'est-ce que l'épisode final va révéler ? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite, car le prochain épisode sera le 3e et le dernier. On se retrouve très bientôt pour le dénouement final. Et en attendant, bonne nuit.